Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous vous proposons 2 épisodes d'une série passionnante sur les entreprises centenaires. À leur tête, il y a bien souvent des familles qui se transmettent le flambeau de génération en génération. Des producteurs de café, de chaussettes, mais aussi, vous le verrez, des ateliers d'horlogerie. Un héritage qu'il a fallu entretenir et moderniser. Et c'est aussi une réputation qu'il faut défendre à chaque contrat. Voici Entreprise centenaire, pour le meilleur et pour le pire. Un grand reportage de Claire Delphini et François Chambe. Bonjour. Rentrez. Bienvenue. Ça va? Ça va? Super, salut. Hop là, tac. Tac, prends un café. Tu vas bien? Je te fais. Ouais. Hop. Messieurs, dames, un petit café peut-être. Avec plaisir. Merci. Voilà. Comment? Ah ben merci, tu peux en reprendre un si tu veux. Boris Touati a redonné vie à la société familiale spécialisée dans la vente de café. Tu peux nous faire une petite photo? T'es pas trop fatigué? Non, ça va? Créée en 1875, l'entreprise était une institution à Toulon. Mais Jean-Claude, 94 ans, le grand-père de Boris, a dû mettre la clé sous la porte dans les années 80. En 2020, son petit-fils a décidé de tout recréer. Je l'ai fait pour mon grand-père. Oui, en partie. Après, je l'ai fait parce que c'était l'histoire de la famille, que je voulais que cette entreprise perdure à Toulon, comme à l'époque. Je voulais poursuivre ça parce que c'était une belle histoire, parce que c'était quelque chose d'important à mes yeux et parce que pour moi, ça a du sens. Allez, papy, il ne faut pas voir le trac là. Ils sont tous là pour nous. Eh bien, bonjour à tous. Je tiens d'abord à exprimer ma sincère gratitude pour votre présence aujourd'hui. Nous inaugurons avec fierté l'atelier boutique du Mourillon à Toulon, concrétisant ainsi un rêve de longue date. Je dédie bien évidemment ce moment à mon grand-père, Jean-Claude, présent. Vous êtes fier de votre petit-fils? J'espère. Il est dur, hein? Boris n'est pas le seul à vouloir perpétuer la lignée. En France, les 3/4 des entreprises sont familiales. Parmi elles, certaines sont des institutions qui ont traversé les âges. Des petits bouts de patrimoine dont le savoir-faire n'a quasiment pas bougé. Mais comment transmettre et recevoir cet héritage, parfois lourd à porter? Près de Toulouse, Marjorie Dira, 28 ans, va reprendre la conserverie familiale qui produit du foie gras depuis 1888. Oui, pas une semaine sans canard, quasiment. La jeune femme doit tout apprendre. Un peu grasse, mais... Pour la première fois, elle va participer à un événement incontournable, le concours du Salon de l'Agriculture. Ça nous met forcément une petite pression de ne pas faire n'importe quoi avec ce qu'on nous transmet. Après, à nous de tout faire pour que ça marche et que ça continue, quoi. Pour qu'une société dure dans le temps, il faut savoir prendre des risques. Ah ben ça sort pas. Si, vas-y, tire, ça va venir. Nicolas Prêtre a repris l'atelier familial qui, depuis 244 ans, répare les horloges d'édifices. Cette année, il s'attaque à un chantier démesuré, la restauration d'une horloge monumentale dans une cathédrale à Lyon. Quand j'ai repris la société et que je me suis engagé avec mon père dans cette activité, c'est pour pouvoir accéder sur ce genre de projet, quoi. Rares sont les mécanismes de ce type. Nicolas joue la réputation de son savoir-faire. Ça a un petit peu de mal à l'enlever, hein, ce truc. Faute d'héritiers, certaines entreprises sortent du giron familial. Je suis la 5e génération, je ne suis pas la vraie fille de Franck et Martine, mais tout comme. Constance Nicaise a été choisie pour diriger une manufacture de chaussettes qui a ouvert en 1924. J'espère que ça va marcher. Elle a la lourde responsabilité d'organiser le centenaire de la société. On va essayer de réparer et puis de voir si elle peut tourner un certain nombre de temps sans casser, parce que sinon, ça va être compliqué, ouais. Les nouvelles générations sauront-elles affronter les défis de leur époque et faire en sorte que ces entreprises centenaires résistent au temps?
Voilà, 6. Bon appétit. Hop, voici la carte, avec plaisir. Bon appétit. Dans la famille de Marjorie, le canard se cuisine à toutes les sauces depuis 135 ans. Avec son frère, elle a ouvert ce restaurant il y a 1 an. Là, je fais des quarts de canard en persillade. Nous, c'est un peu le steak frites d'ici, quoi. Mais Marjon, à quoi ça en est ça? Ce travail, Marjorie s'apprête à le quitter pour reprendre l'affaire familiale. Située à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Cette conserverie-charcuterie se transmet depuis 4 générations. L'histoire commence en 1888 avec Antoine Micoulot. Il cède la boucherie à son fils. Mort à la guerre, c'est sa femme Noémie qui en hérite. L'entreprise se développe et fabrique ses propres conserves. Aujourd'hui, c'est Françoise, la mère de Marjorie, qui dirige la société. Bonjour. Alors, il me faut du boudin. Du boudin. Allez. Hop. Comme mes 2. Et ensuite, Pieds de porc. ça met combien des pieds de porc? J'en ai un qui est ici, un, 2, ouais. C'est bon? Allez. Avant son départ dans 4 ans, Françoise doit former sa fille pour qu'elle prenne la relève. Une passation tout en douceur. Ça fait 15,70 €. Et ouais, la carte. Ah oui, la carte de fidélité. C'est plus eux qui nous ont demandé ce qu'on comptait faire parce que pour eux, la retraite s'approche et ils sont plus à penser à la suite qu'autre chose. Oui, la vente, c'était... Si ça devait se faire, hein, ça serait fait. Mais ça n'aurait pas été un événement très joyeux pour moi. Personnellement, non. Pas un échec, mais presque. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à faire quelque chose de la suite. Mais après, tu ne peux pas les imposer aux enfants. C'est eux qui choisissent la suite de leur vie. Cette reprise est un soulagement pour Françoise. Et après, on est bon? Et pour tous les clients fidèles, comme Claude, qui à 20 ans travaillait ici comme ouvrier charcutier. J'étais nourri, logé, blanchi. Et... Voilà. C'est des familles que tu ne peux pas oublier, ça, quoi. Tu vois, contrat d'apprentissage, 1961. Oui, avec mamie. Noémie. Là, le nom de mon arrière-grand-mère. Oui. Noémie. Noémie Micoulot. Et là, le nom de mon grand-père, André Micoulot. Ah ok, c'est génial d'avoir regardé ça. Ça fait plaisir de voir que... Oui, d'ailleurs, j'avais toujours dit à ta mère que je vais lui porter pour lui faire voir. Parce que ah, mais c'est génial. Voilà. Oui. Et alors, et même je lui ai porté les bulletins de salaire. Ah oui? Tu vois, les bulletins de salaire. Ah ouais, ça hein. a bien changé quand même. 3 lignes. Voilà, mais ça, c'était en 68, tu vois, ça l'année que je suis parti. Tu vois, 420 €. Tu vois, 20 francs. 420 francs, oui, pardon. Moi, je n'ai même pas idée ce que ça représente. Reprendre une entreprise familiale avec un historique comme ça, forcément, c'est pas anodin. C'est quand même aussi une chance d'avoir ce patrimoine-là dans la famille, d'avoir ces valeurs et d'avoir des ancêtres qui ont construit tout ça aussi. On n'a pas envie de gâcher tout ce qui s'est passé et de rester dans une belle continuité. Donc, forcément, on se met une pression, mais c'est une bonne pression pour que ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Même si elle est la fille de la patronne, Marjorie va devoir faire ses preuves. Pour tenter de remporter sa première médaille, elle va se lancer dans la création d'une toute nouvelle charcuterie. Seuls 5% des entreprises familiales tiennent jusqu'à la 4e génération. Les autres s'arrêtent ou sont revendus à des personnes extérieures. C'est ce qui s'est passé en Bourgogne, à Montceau-les-Mines. Créée en 1924, cette bonnetterie fabrique plus d'1 million de chaussettes chaque année. Constance, 35 ans, est la première dirigeante à ne pas appartenir à la famille. Bonjour Marie-France. Elle travaille pour la marque depuis 10 ans. Elle a commencé comme vendeuse, puis elle a gravi les échelons. Bonjour Julien. Ça va? Vous avez trouvé vos couleurs? Tout à fait. Bien, parfait. Faute d'héritiers, les anciens propriétaires, Martine et Franck, ont proposé à Constance et un autre salarié, Damien, de racheter l'entreprise il y a 5 ans. Le couple ne dirige plus l'entreprise, mais il continue de former les successeurs.
Ça, c'est les échantillons qu'il avait demandé en homme. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 coloris. Puis la gamme avec la voiture stylisée, il l'a faite ou pas? On n'a pas encore fait les essais, parce qu'on n'a pas le métier. Bon. On s'était habitué à l'idée de toute manière. On savait très bien qu'on n'avait pas d'enfants qui voulaient reprendre. Donc on savait qu'un jour ou l'autre, on allait vendre et qu'on allait prendre d'autres personnes. Donc ce qui était sympa, c'est que c'était des jeunes et que c'était pas une grosse entreprise qui prenait la petite. Ou nous, ça nous a plu ce côté patrimonial, parce qu'en fin de compte, pour nous, c'est la 5e génération. Ici, j'ai vraiment retrouvé des valeurs avec Franck, Martine, Damien. On a vraiment créé une équipe et puis c'était comme ça que ça s'est fait petit à petit. Je suis pas arrivée, ils m'ont pas dit tiens, tu vas être directrice. non, ça s'est pas fait comme ça. J'ai fait mes preuves et puis après, avec Damien, on s'est bien entendu et on s'est dit que ça pouvait se faire à 2 quand même. De reprendre une entreprise, c'est un gros truc. Donc. La société va bientôt fêter ses 100 ans. Une date clé dans l'histoire de la marque et dans celle de Martine et Franck. Bien. Les amis, on attaque s'il vous plaît. C'est la réunion annuelle des commerciaux. Ils ont une grande nouvelle à annoncer. Eh bien écoutez, tout d'abord, bienvenue à tous. Alors cette réunion est tout à fait particulière pour moi et Martine. Oui. Cette réunion va être pavée d'émotions. En effet, il s'agit de notre dernière réunion. Non. Cela fait 38 ans pour moi et 52 ans pour Martine que nous partageons notre vie avec cette magnifique entreprise familiale. Nos 2 vies ont été consacrées au développement, au rayonnement de cette manufacture. Et notre vie en couple a été en fait, on a vécu à 3. Oui. L'entreprise au milieu de... On était très avant-gardistes. Oui. Merci à tous, je suis très très fière. Je suis très très fière d'être avec vous et de pouvoir fêter ces 100 ans. Moi j'y tenais beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Et je pense à tous mes ancêtres. Ouais, ça m'a beaucoup émue. Et ça y est, le poids, là, il arrive un petit peu plus sur les épaules que ce que j'avais parce qu'on veut faire un bel événement pour les 100 ans et j'espère qu'on y arrivera. La jeune femme a 6 mois pour trouver une idée qui célébrera le centenaire de l'entreprise. À Toulon, ce n'est pas une affaire de passation, mais de renaissance. C'est Boris. Merci. Depuis l'enfance, Boris est bercé par les souvenirs de son grand-père. Tiens, regarde. Avec Martine, sa mère, ils aiment revisiter le passé. Et là, c'était du café en grain ou c'était du café moulu? Non, le café en grain, il passe par là. Là, tu as 20, 40, 60, 80, 100. Batterie, 100 tonnes. 100 tonnes. J'aimerais bien faire 100 tonnes aujourd'hui. Jean-Claude a hérité de l'usine de café de son oncle. Il l'a dirigée pendant une vingtaine d'années. L'homme de 94 ans a encore bien en tête certains détails. C'était bien ces machines. Quand on a mis en place ces machines pour les faire tourner, tac-tac, 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 tac-tac. C'est lui qui m'a raconté l'histoire au début. Des cafés Maurice quand j'étais petit. Tu te rappelles? Non? Moi, je me rappelle. Non, mais moi, j'étais petit et puis je venais... Avec 5-6 ans. Voilà. Puis moi, on venait le week-end. Et puis un jour, il me sort un dossier avec des photos. J'ai pris conscience que c'était quelque chose d'assez important. Fasciné, Boris découvre l'incroyable histoire de la marque et en fait un livre. La société a souvent été à la pointe de l'innovation. Dans les années 30, elle construit l'usine de torréfaction la plus moderne d'Europe. 800 tonnes de café sont torréfiées par mois. Plus tard, l'enseigne invente un procédé pour conserver le café moulu.
Des milliers de paquets envahissent les rayons des supermarchés dans toute la France. En matière de communication aussi, ils sont précurseurs. En 1976, c'est la première marque de café à réaliser un spot publicitaire. Mais en 1982, tout s'effondre. À Toulon, Boris a ressorti les archives de l'entreprise de café de son grand-père. Entre le choc pétrolier, la hausse des prix des matières premières et l'arrivée sur le marché de concurrents, Jean-Claude a dû fermer boutique en 1982. La fin de 107 ans d'histoire. C'était des belles années, monsieur, dans le... Vous avez aimé travailler À l'époque, Martine, sa fille, avait 17 ans. Ça a été très compliqué pendant plusieurs années. Mon père était en dépression et puis il a fallu tout vendre au fur et à mesure, toutes les machines, tout le bâtiment et voilà quoi. Donc pour lui c'était un déchirement quoi. Hein. C'était toute une vie qui partait et puis voilà quoi. 2020 est l'année de la réparation. J'en fais une affaire très personnelle et un combat, ouais, je pourrais dire même un combat, parce que malheureusement on oublie. Et moi ça me faisait de la peine que le travail de mon grand-père, de ses parents, de ses grands-parents, ça parte comme ça dans les méandres quoi, de l'histoire. Boris espère retrouver la prospérité d'antan. Il mise sur l'histoire de la marque et la vente de café d'exception. Dans quelques jours, il s'envolera pour la Colombie. Dans le Doubs, l'histoire, elle, ne s'est jamais arrêtée depuis 1780. De père en fils, ils sont campanistes. Ils règlent et réparent des cloches et horloges d'édifices. La plupart ont un prénom. Elle s'appelle Jeanne-Louise. Donc ça, c'est une cloche de 1835. Donc voilà, déjà des cloches assez anciennes. Nicolas représente la 7e génération. Ses ancêtres et lui portent bien leur nom, prêtre. C'est une coïncidence, on va dire, là-dessus, mais j'ai des confrères qui s'appellent chrétiens, du côté de Nancy. Donc c'est pareil, c'est assez amusant de retrouver des noms comme ça dans des édifices de ce type. Ouais, elle sonne pas très bien. On entend les petits couinements, les petits... voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer un petit peu d'éviter. Alors ça s'entend quasiment pas hein, au sol, mais quand même. Sa société entretient 1200 édifices religieux chaque année. Il faut un peu être acrobate, mais pas fou non plus. Alors quand j'interviens sur des édifices comme ça, des fois je pense un petit peu à mes ancêtres. Alors c'est souvent des fois par des petites découvertes ou des redécouvertes. Voilà, une inscription, un type de fabrication sur une cloche, où là je sais que c'était mon grand-père qui fabriquait les brides de cette manière. Il y a des clochers, ça fait peut-être un siècle qu'on intervient dans ces clochers. Donc c'est vrai que on retrouve toujours des traces un peu de l'histoire de l'édifice et de notre société, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On se dit que les gens travaillaient bien et puis on espère travailler tout aussi bien pour que ça puisse perdurer dans les années à venir, quoi. Bon, ici c'est bon. L'entreprise familiale est installée à une quinzaine de kilomètres de Besançon, à Mamirolles. Son père, Christian, 75 ans, continue de venir à l'atelier tous les jours. On regarde les mails qu'on a chiffrés. Moi, j'avais fait 2 relevés. L'hôpital Béguin à Paris et puis un hôtel parisien. Alors tu peux regarder les photos.
Donc là, ils veulent remettre en service ces 2 cadrans là. Alors le cadran, il fait 4 mètres. Tu sais si on peut les faire tourner dans le sens inverse ou pas, ces minuteries là? Oui, mais il faut changer la cam. C'est vrai qu'avant de reprendre, on se voyait 2-3 fois par an. Bon, là, on se voit 2-3 fois par semaine. Nicolas a eu une première carrière comme ingénieur en mécanique pendant plus de 10 ans. Pour lui, la reprise était loin d'être évidente. On a toujours un peu ça en tête, même quand on était petit, je veux dire, vous croisiez quelqu'un, c'est toi qui vas reprendre derrière. Quand on avait 12 ans, bon, c'est pas forcément la préoccupation première. C'est vraiment venu naturellement, moi, à un moment où, j'avais d'autres opportunités dans mon poste, et puis c'était de dire, bon, allez, là, voilà, ça peut être intéressant de faire autre chose. Et l'autre chose, ça pouvait être de reprendre l'entreprise. Moi, je pensais pas qu'il voulait revenir déjà. C'est vrai. C'est peut-être un petit peu plus de pression aussi, quoi. En disant ça a perduré pendant des siècles, donc ça serait bien que ça s'arrête pas avec moi. Celles qui ont perduré, c'est qu'elles se sont renouvelées et que chaque dirigeant a apporté quelque chose et a fait évoluer la boîte un peu dans une direction. Pour se renouveler et marquer son temps, Nicolas s'est lancé un défi. Restaurer l'une des rares horloges monumentales de France. Être fidèle au savoir-faire de la famille, c'est l'obsession de Marjorie. Avant de reprendre la conserverie, elle continue son apprentissage. Pour la première fois, elle accompagne sa mère chez l'un de ses fournisseurs de canards. Ah, salut. Salut, ça va? Ouais, toi. Marjorie, je te présente. Enchanté. Voilà. Elle va donc reprendre l'entreprise et bien visiter ton exploitation. Ok. On y va. Avec ce beau soleil. Ici, les oiseaux sont élevés à l'air libre. Donc ça barbouille, c'est dans l'herbe, dans la boue. Ouais, ils ont de l'espace, ça c'est bien. Le plein air. Ouais. En tout cas, ils prennent le soleil, ils sont contents. Hein? Ouais. Du coup, depuis combien de temps vous faites ça? Eh bien, le gras, on le fait, ça fait 25 ans Ok. que je le fais. Ouais. Et ça fait une quinzaine d'années que vous travaillez à la maison de Coulot? Ouais. Ok, ouais. C'est un beau partenariat. Ah ben oui, j'espère que ça va durer. Il n'y a aucune Avec raison. toi. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Pas changer. Oui, surtout dans ces conditions-là où on voit que les bêtes sont respectées, c'est du ultra local. Je pense que c'est primordial de conserver ça. C'est ce matin, cela? Voilà, ils ont été plumés ce matin, ils sont encore chauds. D'accord. Donc là, je vais séparer, sortir les foies. Ok. Un sacré coup de main quand même. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Tu la prends pas un jour pour ça. Non. Oui. Ça sent beau. Et voilà pour... Du coup, pour toi, qu'est-ce qui est plus important quand tu sélectionnes les foies? Le grammage. Il faut qu'il soit entre 450 et 550 maximum. Qu'il soit moelleux. Si c'est un foie gras qui est dur, tu ne le prends pas non plus. Ok. Voilà, ça pour quelle raison? Eh bien, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité. Voilà, après, il faut qu'il soit souple. Hein. Non, c'est pas évident. Il faut en toucher plusieurs, peut-être. Hein, Oui, pour pouvoir avoir la comparaison. Si on ne sait pas ça, demain, s'il n'y a plus les parents pour contrôler, et que nous, on ne sait pas de quoi on parle, la qualité, elle se perdra forcément, le savoir-faire aussi. Ces canards, Marjorie doit apprendre à les transformer à moins de 10 km, dans la petite usine familiale. 860 000 boîtes de conserve sont produites chaque année, dont 30 000 de foie gras. Ça a l'air tellement simple. Nouvelle leçon, le déveinage. Il en manque là? Là, il va sortir de ce côté. Le secret, c'est de connaître l'endroit des veines. Après, nous, Là, c'est bon là? Nous, on est malins, on fait J'ai des des français là. Attention, ça peut pas être plus mal. Un coup de main qu'il faut travailler. Il faut enrouler le foie gras sans l'abîmer. C'est pas si évident. Il faut pas le rentrer. Là, tu n'y arrives pas, par exemple. Quand tu n'arrives pas, tu le sors. Ouais. Je fais une boule. Ouais. Marjorie peut compter sur Jérôme, 35 ans d'ancienneté. Ouais, voilà.
Moi, j'ai travaillé avec son grand-père. Et de voir ses petits-enfants continuer, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je préfère ça que vendre l'affaire à un groupe. Ou, voilà, je préfère vraiment que ce soit la famille qui continue. Ça me tient vraiment à cœur. Pour s'affranchir de sa mère, Marjorie aimerait créer un tout nouveau produit. On n'a jamais présenté la rillette au foie gras et donc là c'est la première année, donc on fait un test et on verra ce que ça donne. La jeune femme présentera ses rillettes au prochain concours du Salon de l'Agriculture. Gagner une médaille serait pour elle le moyen de prouver sa légitimité. Être une entreprise centenaire peut être un argument de vente. Dans l'usine de chaussettes, Bonjour messieurs, dames. Bienvenue à la manufacture. Constance et Franck organisent régulièrement des visites. Donc, je suis Franck Couturier, la 4e génération. Et Constance, tu vas te présenter toute seule, hein, t'es grande. Je suis la 5e génération, je suis pas la vraie fille de Franck et Martine, mais tout comme. Pour se différencier de la concurrence, ils misent sur leur passé. La marque remonte aux années 20. Quand Francis et Blanche Perrin, un couple d'épiciers, rachètent la bonnetterie de Monceau-les-Mines. Il y avait un petit bonhomme là qui s'appelait René, qui était le fils de Francis et de Blanche. Et c'est surtout René qui, à partir de 18 ans, on est donc dans les années 24, 25, 26, la première machine à tricoter chaussettes apparaît en Angleterre. Et il va acheter cette première machine à tricoter parce qu'à l'époque, les chaussettes étaient tricotées à la main. Dès lors, la fabrication s'industrialise. La société résiste et traverse les crises. Aujourd'hui, elle fait partie des 8 derniers fabricants français. Il y en avait 500 en 1924. À votre avis, tiens madame, il y a combien de fils sur cette bobine? Combien de mètres? 100 mètres, 1000 mètres, 10 000 mètres Vous avez une idée? 1000 mètres, non? 1000 mètres? Ouais. Il y a 30 000 mètres de fil. Et à votre avis, on peut faire combien de paires de chaussettes? Pas simple, hein? 5000 paires? On fait 12 paires avec un cône. Vous avancez, là? Dans l'atelier de tricotage, 4500 paires sont fabriquées par jour, dont certaines sont encore cousues manuellement. Ce que vous voyez, c'est unique au monde. La demoiselle, elle prend la chaussette et sur la même ligne, elle va mettre un poinçon dans chaque maille. Si elle met un poinçon au-dessus ou en dessous, pas sur la même rangée, c'est foutu. Mademoiselle, elle est en train d'apprendre, ça fait 2 semaines qu'elle apprend. Il faudra 2 ans pour qu'elle arrive à faire une bonne production. L'entreprise imagine 500 nouveaux modèles chaque année. Pour fêter le centenaire, Constance et son associé ont choisi de recréer l'un des tout premiers modèles. Et c'est dans les archives qu'il faut tenter de le retrouver. Tous les vieux modèles, on va trouver un. Attends, alors là, t'as tous les étés et là, t'as tous les hivers. Comme c'est kitsch. Ouais, c'est kitsch, mais Petit bonhomme. t'as vu les tricots qu'on faisait déjà à l'époque? Ouais. Non, mais c'est pas assez Vachement bien. ancien. Je pense qu'il nous faut C'est des vachement trucs, bien. tu vois. Celles-ci, elles ont l'air plus anciennes. Regarde. Attends. Avant, on faisait que des dessins dans la maille. On travaillait que une maille en tricot. Et ensuite, on a commencé à faire des broderies dans le tricot. C'était plus du tout les mêmes technologies de machine. T'as pas plus vieux, là? Bah, il y a plus vieux, mais le problème, c'est que il pèse 3 tonnes, les bagues, c'est tout en bas. Ah bah allez, soulève. Au bout d'1 heure de recherche, Il y a une boîte, il y a écrit musée. 1924, Mais ça, 1950. je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Bah, c'est magnifique, ça. Je pense qu'on a devant les yeux les toutes premières chaussettes qu'on a tricotées chez Perrin, les tout premiers modèles. Mais c'est trop drôle, il y a marqué faire sécher à plat ou entre 2 serviettes. Voilà. Là, des choses comme ça. Ça, typiquement, pas mal, ça fait Ouais. très rustique. Tu vois, c'est de la côte. Très solide. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Là, il faut qu'on demande à Martine ce qu'elle pense qu'on peut refaire. On a Alors. retrouvé des vieilles boîtes. Que c'est beau. Celle-ci, là. Ah, mais ça, c'est notre 71. Ça, c'est pas mal non plus. Ah, ça, c'est notre 71, notre chaussette de travail inusable. Elle s'appelait l'inusable. L'inusable. Parce que c'est du nylon cardé. Donc ça, c'est très, très solide.
Eh ben, c'est parfait, ça. Ben voilà, ça c'est parfait. Ça. Ah, bah c'est top, parce que le nom, Ah ben il oui. est trop bien. Ah oui, inusable. Et depuis quand on l'a fait, celle-là? Depuis toujours. Moi, j'ai toujours vu, ça fait des années, je sais pas. Au tout début, je pense que c'est dans les premières chaussettes qu'on a fait. On fait celle-là. Moi, ça me va. Il faut simplement voir si la machine va bien être... Ouais, elle va bien tourner, quoi. Oui, va bien programmer. La mécanique, quelquefois. Là, c'est pas de l'électronique, hein. C'est de la vraie mécanique. C'est des vieux métiers. Si on arrive à la remettre en route et puis à tricoter cette Bien chaussette-là, sûr. ce sera beau. Ouais. À Toulon, depuis 4 ans, une odeur de café embaume de nouveau les ruelles du centre-ville. Bonjour monsieur. Un petit expresso? Ouais, allez. C'est ici que Boris a recréé l'atelier de torréfaction de son grand-père. Ancien publicitaire, il s'est manié à la communication et affiche fièrement le succès de ses ancêtres. Ça, c'est un client qui nous l'a rapporté. C'est un paquet de l'époque que je garde précieusement, qui est plein, paquet en grains. Ça date des années 60-70. C'est le seul paquet que j'ai de l'époque. Quelqu'un qui a dû retrouver ça dans son garage. Et moi, j'ai pas connu. Donc, je suis content de voir un paquet. En plus, il est neuf. Alors, on va pas l'ouvrir pour le goûter, mais c'est assez sympa et émouvant. Alors ça, c'est un morceau d'estafette qui servait à faire les livraisons. Donc, mon grand-père en avait une vingtaine qui sillonnait plutôt le Var. La peinture, on n'a rien retouché. Hein. C'était comme ça. Et ça a, je sais pas, 50 ans, quoi. Et c'est important de montrer ce qui se passait avant, parce qu'on est une marque avec une histoire, avec une identité forte, un ancrage local. Et puis, les gens apprécient, et puis c'est pas une histoire inventée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Boris travaille de la même façon qu'à l'époque. Il torréfie son café sur place, 1,5 tonne par mois. Ça va, Nicole? Oui. Tu t'en sors? Oui, ça y est, le tri est fait, c'est bon. Tu veux faire quoi, l'Honduras? Ben, il est prêt là-bas. Allez, go. Maurice, ça dit quoi? Moi, je pense qu'il n'est pas mauvais, là. Ouais, c'est bon. La graine au milieu est bien belle. Mais contrairement aux générations précédentes, Boris doit faire face à de nombreuses marques concurrentes et des clients beaucoup plus exigeants. Alors là, on a du Pérou. Là, on a de l'Éthiopie, donc du kilo et du 250 grammes. Là, on est également sur du Pérou en kilo. Seule façon de se faire une place sur ce marché, proposer des cafés d'exception. Il vend aujourd'hui 8 origines différentes. Quand mon grand-père a repris, quand ils ont repris après la guerre, après la Deuxième Guerre, il faisait une origine, un paquet, un conditionnement. C'est comme si nous, on faisait qu'un seul paquet de celui-ci, par exemple. Voilà. Et il distribuait ça dans toute la France. Dans les années 40 à 80, on parlait même pas de café de spécialité. On n'était pas dans la même démarche. Boris va à la fois produire plus en quantité et en qualité avec de nouvelles origines de café. Pour y arriver, il a décidé de partir là où son grand-père n'est jamais allé, en Colombie. La plupart de ces sociétés centenaires sont les gardiennes de précieux savoir-faire. À Lyon, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Silver, tu peux enclencher le chant du coq. Nicolas commence le chantier de l'une des plus anciennes horloges monumentales d'Europe, à l'arrêt depuis 2013. Il existe moins de 5 entreprises spécialisées sur ce type d'horloge. Nicolas a été sélectionné par les monuments historiques pour la restaurer. Un édifice du XIVe siècle de plus de 9 mètres de haut. En plus de l'heure, ces cadrans donnaient la position du soleil, de la lune et des étoiles. Les restaurations, c'est rare. Ça peut être tous les 20, 30 ans, 80 ans. Enfin voilà, c'est un espace assez important. Donc, dans une carrière, on sait qu'on va pas en faire, on peut pas en faire 10, quoi. Donc moi, ça sera ma deuxième de cette ampleur-là. À Lyon, Nicolas débute le démontage de l'horloge astronomique.
Avec son équipe, il doit analyser le mécanisme de chaque pièce avant de les démonter. Celle-là, là. On va regarder personnage par personnage. Bon, après, il y a juste un mouvement de bras, mais... Un dessin avec les positions des cloches. Ouais. Toutes celles-ci, il n'y a pas de problème. Celle-ci, tu as les marteaux qui restent collés. Ouais. Okay. Et la première, où est Eric, là, il y a les marteaux qui rebondissent énormément. Pour ce chantier, Nicolas peut s'appuyer sur une autre mémoire familiale. Celle d'Éric, lui aussi fils de campaniste. Silver, le carnet du papa d'Éric, là, il est où? D'accord. Un cahier que mon père avait tenu jour par jour lors de la dépose et de la restauration de 1992. Donc avec un petit peu des schémas, des explications sur le démontage. Mon père avait commencé par la dépose du soleil. Oui, bah, c'est assez logique, quoi. C'est tout par l'avant et l'un après l'autre. Oui, c'est souvent des entreprises familiales parce qu'il y a un transfert de savoir-faire qui est assez important et particulier. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. Mais c'est émouvant de refaire les gestes que mon père avait faits il y a une trentaine d'années. Nicolas a lui aussi appris ces gestes de son père. Mais malgré son expérience, certaines pièces sont un casse-tête. J'ai peur qu'on soit surpris par le poids de ce truc. C'était la bonne idée. Ce qu'il faut, c'est qu'on le lève, on l'incline un peu comme ça. Allez. Voilà. C'est bon. Une fois désossé, l'artisan devra nettoyer ses pièces une à une et les réparer si nécessaire, avant le remontage dans 5 mois. Si pour certains la reprise se passe bien, pour d'autres, cet héritage est un poids beaucoup trop lourd à gérer. En Saône-et-Loire, Constance a repris la bonnetterie car le fils de Martine, l'ancienne dirigeante, a choisi une toute autre vie. C'est quelle heure d'abord? 6h30. Skipper et moniteur de plongée. Yann habite aux Antilles depuis 25 ans. Ah, bon, Yann. Comment ça va, Yann? Ça va, oui. Ça va vous? Ouais, ça va super bien. Qu'est-ce que t'as fait hier? On a quelques yachts, tu vois, qui rentrent. Ah oui. On a 3-4 par jour quand même. Ah tiens, ouais. Ah bah c'est bien. J'avais une vraie passion pour la plongée et mes parents m'ont plus poussé là-dedans en fait à réaliser ça que me pousser à reprendre l'entreprise familiale. Et d'ailleurs je les en remercie parce que j'ai une vie aujourd'hui qui me permet de vraiment vivre mes rêves, tout simplement. Vous auriez pas pu faire ça, chef d'entreprise? Non. Franchement, à ce niveau-là, non. Même si j'avais vraiment été élevé et formé pour reprendre l'entreprise après, je pense pas que j'en aurais eu les compétences. Je voulais pas être la génération non plus qui pouvait aussi faire que cette entreprise ne capitule pas, mais en tout cas, cette entreprise ne tienne pas comme elle tient aujourd'hui. Et puis, il y a surtout une belle reprise du flambeau. T'es pieds nus là, Mimi? Oui, bah oui, on met des chaussures quand même, mais on n'a pas de chaussettes. Il n'en met pas beaucoup de chaussures. Je suis pas un gros consommateur de chaussettes. Bisous. Allez, ciao. Bisous, ouais. Bisous à tous les deux. Bisous. Leur départ à la retraite correspond aux 100 ans de l'entreprise. Pour cet événement, Constance a rappelé Gérard. Il n'y a pas eu trop de changements. Un ancien salarié pour l'aider à recréer sa chaussette d'époque. Alors c'était laquelle de machine? 1, 2, 3, celle-là. Celle-là. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Un moment, oui. Ouais. La chaussette inusable était tissée sur cette machine, à l'arrêt depuis 10 ans. Gérard, c'est notre plus ancien mécanicien. C'est celui qui a connu... J'espérais qu'il ait connu cette chaussette-là, et c'est le cas. Donc ça va être le meilleur pour remettre en route la machine et puis refaire ce produit-là. Gérard détient le record d'ancienneté dans l'usine, 54 ans. Je le mets là? Oui, il faut attacher. Faut pas se nouer les doigts. Hein. Voilà. Hop. Bon, bah, je vais essayer de la remettre en route, là. Ah, tranquille. Mais à peine rallumée, la machine déraille. Une aiguille. Ça fait quoi? C'est une aiguille? Oui, je pense.
Une des 90 aiguilles à tricoter vient de casser. Il faut la remplacer. Hop là. Donc là, je remets la pointe en place. C'est vraiment des compétences vraiment spécifiques. Hein. Moi, il y a les petits jeunes là, qui savent bien faire tourner les métiers électroniques, on les met là-dessus, ils font rien. Hein. Faut aller doucement parce que... C'est une vieille dame. Ouais, c'est une vieille dame. Vieille dame, un vieux bonhomme. Alors là, on passe en tricotant. Ouais. Il est encore cassé, là. Bon. Ça fait une chaussette qui est foutue à chaque fois. Là, j'ai entendu taper. Et puis là, elle est bloquée. Voilà. Plus de la rigolade, là. C'est peut-être pas une bonne idée, non? Ah oui, ça y est, on va. Et j'aime beaucoup. C'est très bien. Beau. Très bien. Et tu vois, avec les talons, c'est très beau. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, très joli. Il me faudra un millier de paires à peu près, quelque chose comme ça. Si elle veut bien tourner comme il faut, on sera en temps et en heure pour les 100 ans, ouais. Elle a l'air de bien rouler, là. Faut rien dire. Faut pas me porter la poisse. À Beaumont-de-Lomagne, le compte à rebours est aussi lancé. Le concours du Salon de l'Agriculture approche. J'espère que c'est réussi, qu'elle va être bonne. Marjorie et son frère s'apprêtent à goûter leur nouvelle création. Avec pour juge, leur mère, Françoise. Ça y est, elle est prête. C'est la rillette au foie gras? Ça y est, c'est fait? La rillette pour le concours, ouais. Bon. Premier essai. Il la compare avec des conserves concurrentes. On voit bien le foie gras, nickel. Là aussi, les deux. On a décidé de mettre un morceau de foie gras entier au milieu pour que la texture elle soit plus intéressante et comme ça on garde vraiment le foie gras au centre du produit et accompagné de la rillette. Ouais, je suis pas... C'est pas rillette. Non, c'est pas ces rillettes. Il faut plus effiloché. Plus effiloché et moi je la ferai avec un style mélange comme ça. Je sais pas si la nôtre, il faudrait pas l'assaisonner un peu plus aussi. Ouais. Parce que le fait qu'il y ait que beaucoup de foie gras au final au milieu, c'est fade. Ouais, c'est presque fade par rapport à l'autre. Oui, il faut le retravailler, il faut le refaire. Ouais. Ça concrétise un peu notre arrivée dans la société. Et du coup, on propose notre idée de produit sur le salon. Il faut du renouveau, il faut que ce soit des jeunes qui lancent de nouveaux produits. Et puis, bon, ça dynamise un peu l'entreprise, ça fait un petit peu un challenge. Pour Marjorie, gagner un prix est aussi le moyen de s'assurer des ventes. En moyenne, 30% de plus qu'un produit non médaillé. Dans 20 jours, il faut que tout soit fini. Là, il faut qu'on fasse le dernier essai et réajustement si besoin, et après c'est parti. Il reste pas beaucoup de temps. Non, bon. La pression est d'autant plus grande que sa mère Françoise participe aussi à ce concours. Et en 20 ans, elle a déjà gagné plus de 18 médailles avec sa recette de foie gras. C'est pour être en concurrence un peu avec les parents et puis c'est un nouveau challenge pour l'entreprise aussi d'avoir des médailles sur des nouveaux produits présentés. Ouais, faire une petite compète. Ça met un peu de piquant dans l'histoire familiale. Alors qui de la mère ou de la fille sera récompensé au prochain concours du Salon de l'Agriculture ? Travailler en famille, c'est aussi partager des passions communes. À Besançon, Nicolas a toujours été bercé par les aiguilles et les balanciers. Ici, en fait, c'est un peu notre bibliothèque. Quand il rejoint son père Christian, il aide à agrandir sa collection d'horloges. Une 60aine de mécanismes qui leur servent de référence. La préférée, c'est celle qui est là-bas au-dessus. C'est une Capman qui a été fabriquée à Strasbourg. Et ça, c'est la plus ancienne qu'on ait. Elle date de quand 1795. Certaines ont été conçues par leurs ancêtres. À l'origine, leur famille fabriquait des horloges. C'est nous qui avons fabriqué les plus belles en construction. Vous avez des constructions, il y en a une prête qui est là. Celle-là, par exemple, elle a un certain charme avec son cadran bien détaché dessus. Et toutes les époques, c'est quand même, elles étaient bien esthétiques. Enfin, pour moi, hein. Je suis chauvin là-dessus. Au XVIIIe siècle, Théophile Prêtre, qui était alors agriculteur, commence à reproduire des horloges semblables à celles du clocher de son village. Ses fils transforment cette passion en métier.
La société se développe et acquiert une renommée. En 2 siècles, le métier s'est toujours transmis de père en fils, sans exception. Je vais essayer de ne pas me tromper. Il ne faut pas que je me confonde dans les noms. Donc mon père, Robert, mon grand-père, Lucien, mon arrière-grand-père, Aster, mon arrière-arrière-grand-père, Lucien. Alors là, c'est un livre de vente des horloges prêtes posées à partir de 1885. La pose est faite le 27/8/1894 et j'ai touché ce jour 400 €. 400 francs. Moi, j'ai connu le grand-père, voilà, Robert. Il a toujours travaillé, lui. Il a dû travailler jusqu'à 83 ans, j'ai ce souvenir-là à peu près. Donc voilà, donc on était baigné un peu là-dedans, mais après, moi, c'était un environnement un peu naturel. Je n'étais pas forcément amené à poser des questions là-dessus. Alors, je m'y intéressais, mais effectivement, un peu le regret, c'est de dire, mais c'est fou, on aurait pu poser encore plus de questions, on aurait pu avoir encore plus d'informations. Cet héritage, Nicolas le transmet aujourd'hui aux nouvelles générations. Ouais, je monte ça. De retour à Lyon, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, il débute le remontage de l'horloge astronomique. Descends, 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 descends. Attention de ne pas taper la maçonnerie. Bon, ben ça c'est posé. Sous le regard de 2 de ses salariés, Silver et Ferréol. Merci bien. Ah bah alors attends. Ouais. Non mais regardez quand vous nous passez les pièces pour qu'on suive jusqu'au bout, parce que moi je vois pas quand vous les démontez à l'extérieur là. Ferréol, 18 ans, est apprenti depuis quelques mois. Tu fais attention à tes doigts là. Si à un moment on veut conserver le savoir-faire, c'est aussi le transmettre quoi. On ne va pas mettre forcément les débutants sur des choses très très minutieuses ou très sensibles. Mais par contre, l'apprentissage, il passe par là aussi, quoi. C'est parce qu'en cours, je rentre sur des mouvements, donc des montres, vraiment des trucs de 3-4 cm de diamètre, grand max. Et bon, ouais, quand on revient au travail, du coup, à la société, c'est différent, quoi. c'est pas les mêmes gabarits. Ça te plaît ? Ouais, franchement, j'adore, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, en fait. Donc, moi, je suis vraiment content d'être là, oui. Ces jeunes reprendront peut-être la suite de Nicolas. L'artisan a 3 enfants et pour l'instant, aucun ne s'intéresse à l'horlogerie. C'est pas du tout dans ma philosophie ou volonté première de dire il faut faire une génération de plus dans l'entreprise. Moi, mes enfants, ils verront ce qu'ils ont envie de faire et puis voilà, s'il y en a un ou une qui veut s'orienter là-dedans, pourquoi pas, mais je les mets pas du tout dans un format justement pour pouvoir arriver à ce type d'horlogerie. Sauf que la relève n'est pas tout à fait prête encore. Là, il aurait fallu la mettre avant. Oui. Ferréol et Silver viennent de remonter le mécanisme du chant du coq. Tiens, on va raccorder le coucou là. Et pourquoi il n'y a rien qui sort là? La tristesse. Vous avez dû dérégler, je pense, le soufflet là. Le soufflet, oui. Il reste à Nicolas quelques jours de travail avant de tout remettre en marche. À Montceau-les-Mines, c'est le grand jour pour Constance. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureuse de vous avoir auprès de nous pour célébrer le centenaire de notre chère entreprise ce soir. Martine, Franck, je me souviendrai toujours de l'accueil que vous m'avez réservé la première fois que l'on s'est rencontrés. En une seconde en votre présence, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé l'entreprise qui me ressemblait. Vous m'avez accueilli comme votre fille et vous êtes aujourd'hui ma deuxième famille. Et je vous fais la promesse que nous ferons notre possible pour faire vivre encore au moins un siècle cette entreprise. Cet anniversaire marque le départ officiel des anciens dirigeants, Martine et Franck. Ah, on y est arrivé. Pour marquer cette date historique, la jeune femme a refabriqué sa chaussette inusable. On a demandé de l'aide à Gérard. Qui est...
Donc on a réussi à faire cet exploit, on est très contents. C'est le nom qu'elle avait à l'époque et c'est le nom qu'on a décidé de continuer de lui donner. Qui symbolise l'esprit de résistance du coup de notre entreprise et de nos produits. L'inusable. Avec son associé, Constance est désormais seule aux commandes. Elle a racheté les parts des anciens propriétaires. Il y a de la pression forcément, mais non, je suis prête. Ouais, je me sens prête. On sera toujours à leur disposition, toujours. Ah, mais rien que de savoir ça, c'est rassurant. Après, effectivement, on va mettre notre empreinte et puis on va faire peut-être différemment de ce qu'ils auraient fait. Mais si j'ai besoin, je sais que je peux leur parler, je sais que je peux les appeler. Ça réconforte d'avoir un petit soutien. Tu te dis, bah tiens, voilà. Mais c'est juste ça, donc c'est pas du travail, ça. C'est un petit conseil. À elle maintenant de continuer à défendre le savoir-faire de la chaussette française pour une 5e génération. À Lyon, c'est aussi un jour historique. C'est le moment où on redémarre tout et puis on regarde les différents enclenchements et si tout fonctionne correctement, quoi. À l'arrêt depuis 10 ans, l'horloge astronomique reprend vie. 600 heures de travail pour Nicolas et son équipe. Silver, est-ce que tu peux enclencher le chant du coq? Si mes ancêtres avaient une vision de ce que la société fait aujourd'hui, je pense qu'ils auraient une certaine satisfaction de pouvoir voir leur société perdurer dans les décennies et les siècles. Après, ça, c'est une autre histoire. Pour continuer de faire rayonner sa société, Nicolas pense déjà à ses futurs projets. Il rêve d'être choisi pour restaurer une autre horloge monumentale, celle de Besançon. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Marjorie et sa mère au concours du Salon de l'Agriculture. La jeune femme espère décrocher sa première médaille. Nous suivrons aussi le périple de Boris. À la recherche de cafés d'exception pour faire revivre la marque de ses ancêtres, il se rendra en Colombie, dans l'une des régions les plus dangereuses du pays. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Nous rencontrerons Olivier Passot, 9e génération de fabricants de porcelaine, qui teste une nouvelle invention pour rester compétitif. Génial. Ah ouais. Enfin, Benoît Adet est un sportif et ça tombe bien. Il devra encaisser les coûts pour sauver son entreprise qui fabrique du nougat depuis 1885. On va tout faire pour défendre cette tradition, on va tout faire pour maintenir les emplois de ceux qui travaillent avec nous parfois depuis plus de 20 ans. Tous écrivent à leur manière une nouvelle page dans l'histoire de leur entreprise centenaire. Et restez avec nous dans un instant, suite de notre série sur les entreprises centenaires et sur les défis qu'elles représentent pour les jeunes générations. À tout de suite.